Présent à une soirée chez la pianiste Catherine Thibon, autour de Catherine Thibon et de Françoise Vincent Malétra, François Billetou, Alain de Robe, Yuri Boukov, Françoise Arnoux, Igor Maslovski, Pierre Janssen et Claude Candela. Catherine, t'arrives souvent de réunir des amis comme ça, jouer pour eux, devant eux? Oui, ça m'arrive très souvent. Enfin, le plus souvent possible, dans la mesure où je suis à Paris. Et je le fais même maintenant, même quand mon mari n'est pas là. Parce qu'on est tellement peu souvent ensemble, avec le métier qui nous envoie toujours dans des coins du monde. J'ai pris le parti d'inviter mes amis, même sans lui maintenant. Et grâce à mes amis, j'arrive à tout le monde ne pas être trop triste. À le remplacer, non, on ne remplace pas. De toute façon, la porte est un peu ouverte. Moi, on trouve c'est vrai, il y a des gens qui rentrent. Il y a un crochet, et on peut rentrer chez moi comme on veut. Ça ne me dérange pas du tout quand on m'écoute travailler, au contraire, j'adore avoir une présence silencieuse qui a un livre ou qui n'a pas de livre. J'ai très souvent ça avec une amie qui est à côté de moi, qui est sociologue, qui a énormément de travail et de livres à compulser du matin au soir. Alors elle s'installe sur le divan, là, elle m'écoute travailler. Et moi, d'avoir une présence dans ma pièce, ça m'aide. Ça m'aide à rester longtemps devant mon instrument, parce que c'est difficile la concentration. Mais tu veux aussi une présence critique ou non? Ah, ça c'est autre chose. J'aime aussi énormément la présence critique, mon Dieu, bien sûr. On te choisit ton public, est-ce que non, pas du tout. Et mes amis, ils veulent qu'on te dise allez, joue-nous quelque chose, parce que c'est pas qui jouent ou qui chantent quand on leur demande des trucs. Moi, je suis toujours très très gênée, enfin. Catherine, je crois qu'il faut que tu commences par nous présenter tes amis, parce que c'est Arnaud qui parlait, et en effet, moi j'envie beaucoup les comédiens, comme j'envie aussi beaucoup les peintres. J'ai ici mon ami Claude Candela qui est peintre, et je lui dis toujours, est-ce que vous avez le trac avant un vernissage? Eh bien, il me dit d'ailleurs l'avoir toujours un peu. Mais enfin, c'est tout de même pas la même chose que pour nous, où on est obligé, en effet, d'avoir du génie à heure fixe. Si génie il y a. Enfin, en tout cas, avoir du talent à heure fixe, et ça, c'est horrible. Les comédiens, un petit peu, quand vous êtes sur un film, vous êtes obligé d'avoir du talent pendant un mois et demi. de jouer quand même. Mais ça, je le dis toujours après le repas, en tout cas. Yuri, tu viens pas de jouer après le repas. Là, je demande la parole à mon ami Yuri Boukov, pianiste, bien entendu. Vous connaissez tous. Après un repas, oui, 1 heure après. Ah, je suis incapable, moi. Incapable Le après le repas. temps que le repas soit à moitié digéré, que ce soit assez. Mais tu digères très vite alors. Moi, il ne faut plus longtemps. Mais c'est vrai, vous avez envie, vous. Si on vous dit, on vous demande de jouer quelque chose. Non. Non, c'est pas. Moi, ça me paraît être quelque chose. Oui, surtout. Je même pas, moi, demander une chose comme ça. C'est très curieux. Enfin. Oui, surtout qu'à ce moment-là, l'artiste se voit obligé de refuser 1 ou 2 fois, et puis la 3e fois, il faut qu'elle vienne tout de même. Alors c'est très, très, très embarrassant. Pierre Janssen, le compositeur, notamment, vous connaissez tous la musique des films de Chabrol, et je crois que tu as fait tous les films de Chabrol. Je fais les films de Chabrol depuis 10 ans, ça fait 10 ans que je travaille avec Chabrol. J'ai commencé avec Les Bonnes Femmes, et puis j'ai terminé avec le Boucher, La Rupture, n'est-ce pas? J'ai trouvé, pour moi, personnellement, la musique du Boucher absolument extraordinaire. Oui, j'aime beaucoup la musique du Boucher. Vous savez, au cinéma, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, alors on a des exigences. Et quand Chabrol m'a parlé pour la première fois du Boucher, il m'a dit là, tu vas voir, c'est la musique que tu aimes écrire. Alors là, je savais que j'avais beaucoup plus de liberté qu'avec les autres films. Parfois, on a des exigences. Alors là, il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Alors, j'ai fait ce que j'ai voulu. Et c'est une musique que je préfère, oui, bien sûr. C'est curieux. Depuis combien d'années travaillez-vous avec Chabrol? Depuis 10 ans. Vous savez que vous finissez par lui ressembler.
Je veux dire, je ne sais pas. Toi, François Billedou, as-tu eu le trac cet après-midi? Non, moi non. J'ai pas ce genre de trac. C'est toujours le souci d'essayer de faire les choses le mieux possible. Et... Mais il faudrait te dire pourquoi il aurait pu avoir le trac. Parce qu'il a pas général. Ce soir. Il est là très gentiment avec nous. Alors, Oui, on ne regarde pas tellement de mérite parce que le théâtre français est à 200 mètres de chez moi. Alors, ça fait faire une petite heure, faut passer à autre chose et tu retournes là pour le soir. Et il ne pense pas à autre chose parce que... Non, je dis volontiers. Non, j'étais en train d'écouter ce qu'on disait de Chabrol et de la musique, ça m'intéressait beaucoup. J'étais en train de me demander si Chabrol, quand il vous parle d'une œuvre inconnue, est encore en train d'inventer quelque chose et que peut-être il écrit une partition qui serait une espèce de faux... Ah, je sais pas. Oh, il est capable de ça. Oui, il est capable, oui. Il est très musicien, hein. Ah oui, Il connaît très bien la musique. mais que des musiciens se fait des faux et des plagiats. C'est important ça pour moi. Pourquoi Moi, j'ai de voir un ensemble de choses et de savoir un ensemble de choses. Il y a un metteur en scène qui arrive là-bas. Il y a un metteur en scène timidement qui arrive. C'est M. Dumoulin. Ah, c'est Georges Dumoulin, oui. Mais Catherine, tu sais, il faudrait tout de même Approchez. tu fasses Que je présente tous mes amis. D'abord, tu n'as pas présenté ton acte. On a arrivé tout le monde. Tout le monde est bien sûr, mais tu Pour pourrais Marie, tout Alain d'Europe, chef opérateur dans le cinéma. Ça s'appelle aussi directeur de la photographie. Il a fait notamment la photographie du film de Georges Dumoulin qui vient d'arriver. Son film s'appelait Nous n'irons plus au bois. Écoute, tu récites, ça fait deux. Il est sorti il y a quelques jours. Il y a 3 semaines, Georges est sorti, Nous n'irons plus au bois. Il sera puni, il n'aura pas de micro. On a dit un mois. Il n'y aura pas de micro. C'est vrai, François Vernou, la musique, tout à l'heure, vous posiez une question à Yuri Boukov et à Catherine Thibon. Elle a une place importante, la musique, dans votre vie, dans votre carrière? Oui, moi j'aime beaucoup la musique. D'abord, j'ai commencé à apprendre et à connaître la musique parce que j'ai fait de la danse. Et je suis allée très petite au cours de danse et à la barre, on dansait comme la musique de la barre. C'était du Chopin là-bas. C'était du Chopin là-bas. Bah oui, bon, à 26 ans, bah oui, bien sûr, c'était une dame rousse. Et ça, je ne pas ça, c'est pas normal, parce que moi, quand j'entends ça, enfin, c'est vraiment toute cette période de ma vie, quoi. Et c'est très important, c'est des souvenirs d'enfance. Mais je sais que ma sœur le déplore. Ma sœur Nanon Thibon, qui est danseuse étoile à l'opéra, elle n'est pas là ce soir parce qu'elle fait une répétition pour les ballets de Maurice Béjart. Au Palais des Sports. Au Palais des Sports. En ce moment, il danse tous les soirs, il travaille tout le temps. Elle danse Noces, elle danse le Sacre du Printemps dans le spectacle Stravinsky. Et non, je voudrais qu'on en revienne un petit peu à François Billedou parce que tout à l'heure, il va se sauver, parce qu'il faut tout de même bien qu'il... Je sais déjà que le Concert Général était un succès absolument triomphal. Mais c'était pas une générale. Dominique Arben aussi, Dominique Arben qui est comédienne, qui avait déjà joué dans une pièce de François Billedou, Il faut passer par les nuages, est allée bien entendu à cette couturière cet après-midi. Et triomphe de François Billedou. Je suis très heureuse. Elle est arrivée en me disant que c'était un véritable triomphe. Un triomphe à une couturière, c'est toujours un peu louche. Non, sûrement pas. Absolument pas. Au contraire. Oh non, je crois que c'est Très froid comme public. Et là, c'était pas le cas. Alors, parlons un petit peu de la pièce. D'abord, comment s'appelle-t-elle? Femme parallèle, je crois. Ah mais je crois qu'il vaut mieux demander à Dominique Arben, parce qu'elle l'a vu. C'est elle que vous avez demandé. Oui, ça s'appelle Femme parallèle. Qu'est-ce que Femme parallèle, Dominique Arben? C'est une pièce très difficile. Alors, bon. Non. C'est justement pas ce que tu allais dire. Elle a été très bien montée, très bien interprétée. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense François Billedou, mais on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de rapports entre l'auteur, le metteur en scène et les interprètes. Et ce qui passe, c'est une cohésion très grande. Je pense que... Oui, mais en dehors de ça, la pièce en soi, quelle est-elle? Pourquoi s'agit-il d'abord? Non, quand je dis qu'elle était difficile, c'est parce qu'il y a 3 femmes qui sont dans des situations parallèles et toutes ont leur situation et sont concentrées là-dessus et on doit les suivre toutes les 3 et on les suit très très bien. Enfin,
c'est difficile de parler de la pièce. Non, c'est pas sans rapport avec la musique, c'est un exercice, c'est pas une pièce, c'est une étude comme en musique, et où j'essaye là de faire une espèce de trio, si vous voulez, où chaque actrice, chaque personnage a un soliloque et doit suivre sa propre situation qui se développe parallèlement à celle des autres. Alors les textes des uns et des autres s'interfèrent, mais leur action gestuelle continue et on a donc une composition de caractère musical, un trio de musique de chambre. Oui, absolument. Oui, oui. Il n'y a pas que votre pièce, c'est ça. Non, il y a en même temps une pièce de Romain Weingarten et de Roland Dubillard, et c'est une chose méconnue qu'il faut toujours rappeler, ce sont les pères et mères d'Eugène Ionesco, car Weingarten a commencé en 1946 à présenter une pièce qu'il s'appelait Akara, il avait une vingtaine d'années à l'époque, et Dubillard, quand je l'ai connu à peu près à la même époque, avait écrit 6 ou 7 pièces. Ionesco est venu bien plus tard, et il n'a fait que leur ressembler, bien qu'on ne les ait connus qu'un peu après. Enfin, je dis ça un peu à la blague, car ils sont parallèles eux aussi. Et c'est une ouverture que fait Pierre Dux en ce moment à la Comédie Française, qui avait oublié qu'il y avait des auteurs vivants. Et là, il fait une grande fournée, un grand ramassage de 9 auteurs sur les 60 qui existent en France, où on dit qu'il n'y en a pas. Et c'était un petit début, quoi. Et comment les comédiens du théâtre français, ils sont contents de jouer des pièces contemporaines? Je crois que c'est surtout eux qui sont contents. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est comme s'ils découvraient la vie Oui, absolument. de tous les jours, je veux dire. Ils la connaissent peut-être autrement. Et ils la jouent bien, la vie de tous les jours? Est-ce qu'ils la jouent aussi bien que les grands classiques? Ils sont à l'aise dans le théâtre contemporain. Une qualité... Comme tous les comédiens, ça dépend. Une qualité Envie de la jouer, ce que je dis là. Si ils ont envie, ils la jouent bien alors. Non, une qualité des comédiens, de cette société des comédiens français, parce qu'on les mélange trop avec la comédie française, qui est un vieux lieu qu'il faudrait faire éclater. Mais eux ont cette qualité qu'on trouve chez les acteurs anglais. Ils ont un vrai métier, sont de vrais professionnels. Et c'est une chose... studio. Non. La technique anglaise, c'est beaucoup plus la technique anglaise. Ils peuvent presque aussitôt, disons, ce sont des acteurs musiciens aussi. Je veux dire, on a souvent l'impression dans des répétitions avec des acteurs ailleurs qu'on doit faire toute une part de pédagogie, tandis qu'avec les acteurs du français, ils ont une formation en ce qui concerne le verbe en tout cas. Ils ont une grande adaptation due à leur technique. Oui. Il n'y a pas de miracle dans tous les métiers, la technique c'est tout de même la base. Oui. Et puis comme ils font énormément de choses, enfin. Oui, la dernière saison, mais il y a... la dernière saison, je ne sais pas, je crois qu'ils sont 70 ou quelque chose comme ça, et ils ont joué 36 pièces en un an, c'est quand même quelque chose d'énorme. Ce sont donc 3 pièces en un an. Ce sont 3 pièces en un acte, sauf la mienne qui n'est pas une pièce. Qu'est-ce que c'est? C'est un exercice, j'y tiens parce que c'est très possible de la traiter autrement. J'ai donné au metteur en scène Jean-Pierre Miquel 3 soliloques, et c'est lui qui en a établi le montage. Le rapport entre les différents personnages nécessite un montage qu'il a établi avec les comédiens, et il est absolument possible de faire une toute autre pièce. Cacoyanis avait fait la même chose sur les mêmes 3 soliloques qu'il avait présenté au Festival de Spolète, et c'était dans un autre montage. Et on peut développer le système aléatoire, et on peut ou remplacer un des monologues ou en rajouter un autre, et j'avais rêvé un peu, idéalement, d'arriver à ce qu'il y en ait 7 en même temps. C'est difficile, mais petit à petit on peut y arriver, et c'est surtout, je dirais, un exercice théâtral pour arriver à ce que le théâtre retrouve des moyens qui lui soient spécifiques, en sorte qu'on puisse faire au théâtre des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Qui sont les 3 comédiennes? C'est Denise Jans, Christine Fersen et Catherine Samy.
n'avez jamais été tentée par le théâtre, Catherine? Si, quand j'étais beaucoup plus jeune. Vers 14-15 ans, j'étais assez tentée. C'est à ce moment-là que tu as choisi le piano? J'avais déjà choisi. J'ai choisi définitivement le piano à 13 ans. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Il y a quelque chose? C'était difficile. Contrairement à ma sœur qui a eu une vraiment envie exclusive de faire de la danse dès le jeune âge, moi j'ai tout de suite énormément aimé la musique. Et la course à pied. Je compte pouvoir dire... Mais ouais, c'était une championne. Oui, bon, j'ai été championne de France de course à pied, oui. Tout en étant au conservatoire, mais c'était après. Mon choix était déjà fait pour la musique tout de même. Ça, tu le caches bien, parce que dans tes feuilles de presse... Oui, ça j'avoue, je n'en parle pas tout de même. Je ne t'embrasse pas avec ça. Mais je regarde. J'étais 2 ans dans l'équipe de France, c'était très amusant. Tu as fait des muscles. J'étais sélectionnée pour les Jeux Olympiques, que je n'ai pas pu faire, parce que c'était l'année de mon prix au conservatoire. Mais je regrette un peu, ça aurait été amusant d'avoir fait les Jeux Olympiques. Il y en a qui ont fait Verdun, moi j'aurais fait les Jeux Olympiques. Moi je regrette, moi, de ne pas pouvoir tout faire. Je trouve que c'est triste, enfin, que la vie est trop courte, qu'il faudrait évidemment des vies très 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 longues. Mais je trouve que c'est triste d'être obligé de se cantonner à une seule chose. Enfin, moi, je regrette de ne pas jouer de piano, je regrette de ne pas jouer de violon, je regrette de ne pas pouvoir chanter. Non, mais le théâtre. Oui, le théâtre. T'as très peu. Non, j'ai joué une pièce, oui. Une pièce. Oui, j'ai joué le juste. Pièce de Camus. Mais pas du tout parce que j'ai pas envie d'en faire. J'ai de plus en plus envie de faire des choses que j'aime vraiment. Je ne besoin d'avoir des... mon ami Igor Maslovski. Donc voilà, c'est fait. C'est fait. Il est directeur du département musique chez Philips. C'est un homme précieux pour nous les solistes. Il se tait, justement, il est très prudent. Très prudent, je le connais depuis fort longtemps. Et je n'ai toujours pas enregistré chez Philips. Donc c'est une amitié, tout ce qu'il y a de plus désintéressé. Mais on s'est connus dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. On s'est connus à Varsovie, Oui, j'étais... où Catherine et Alain, eh bien Alain il tournait un film, Catherine l'accompagnait et moi j'étais en train d'enregistrer un disque avec Gitlis. On s'est tous retrouvés à Varsovie, d'ailleurs c'était en 66 je crois, 65-66 par là. 65. C'était assez curieux parce que chaque fois qu'on sortait dans la rue, tous les 10 mètres on rencontrait quelqu'un de Paris. Il y avait la Il y troupe avait toute déjà, l'équipe de l'ami de l'Euro. c'est ça, il y avait toute la C'était le troupe film déjà, qui se tournait là-bas à cette époque-là. au faubourg de Et Cracovie. il y avait 100 Français. On avait envahi carrément l'Europe Et d'Est. alors comme à Varsovie, disons, tous les gens éclectiques voient l'hôtel d'Europe, eh bien l'hôtel d'Europe c'était un petit Paris. Et c'est là que nous sommes connus et c'est de là Et tu n'es pas venu à mon concert. pour des raisons spécifiquement professionnelles, puisque j'étais en train de l'enregistrer là. Pendant qu'il enregistrait dans une salle de concert plus grande que la mienne, je donnais un récital au conservatoire. C'était l'enregistrement Gitlis? Ouais, Paganini. Oui, Paganini. C'est un merveilleux enregistrement d'ailleurs. Catherine, je dois toujours te rappeler à tes devoirs, tu ne nous as pas présenté encore tous tes amis. Il y a à côté de moi quelqu'un que j'aimerais connaître mieux. Tu m'as dit que cette dame était astrologue et tu sais que je suis fascinée. Oui, elle est la femme de Claude. J'ai présenté son mari, c'est vrai ça. C'est la femme de Claude Candela. Elle est la femme de Claude Candela. Mais elle a aussi un nom bien à elle. Et elle a un nom bien à elle, auquel elle tient, et je la comprends. Elle s'appelle Vania Kamarovski. Kamarovski. J'ai failli confondre avec mon ami sociologue qui s'appelle Tania Karchevski. Parce qu'on Oui, se sont des drôles faciles. Quand je suis arrivée en France, je m'appelle Kania, ils se sont trompés, c'était irrécupérable. Ah, tu t'appelles Tania? Je m'appelle Kania. Mais je suis désolée. Et comme je trouvais ça très amusant, j'ai dit bon, ben, j'ai tout du clochard, ça n'a pas d'importance puisque c'est le diminutif du vent et que c'est une très mauvaise réputation chez moi. Vous avez fait les thèmes de Catherine et d'Alain? J'ai fait. Est-ce que celui d'Alain aussi, ça m'intéresse beaucoup? Dites-moi, plus que le mien. Est-ce qu'ils sont venus vous consulter avant de se marier tous les deux? Ah non. Oui, ils m'ont montré, ils m'ont donné leurs deux états civils. Moi, je Alain est venu parce que j'en ai fait ça en catimini. un jour, voilà. Tout se fait en catimini parce que vous êtes en train de faire des tractations avec des papiers. Là, je vous soupçonne de vous faire vos horoscopes en ce moment. Non. Ça va très bien, c'est admirablement monté, ils sont aussi doués l'un que l'autre.
Ils auront des situations tout à fait autres l'un que l'autre, ils n'auront pas du tout les mêmes activités. C'est-à-dire? Ne travailleront pas ensemble. Ah bon, je croyais que je ne serais plus pianiste et lui plus cinéaste. Tu seras toujours pianiste et lui, et Alain ne jouera au piano. Certains, ils ne travailleront pas ensemble. Donc c'est le statu quo. On a pourtant déjà un petit peu Et quand travaillé ils ont ensemble. intérêt à ne pas travailler ensemble. Pourquoi on s'entend bien? Vous entendrez beaucoup mieux autrement. Non, vous êtes très très doués tous les deux, mais vous avez des thèmes qui se rapprochent trop. Faut dire que nous sommes poissons tous les deux. Et pas du même décor. Moi, puis lui, il a un ascendant merveilleux, il est ascendant lion aussi, mes souvenirs sont bons. Avec un Pluton qui Ah, ça, fait c'est les gens qui reconstruisent sur une autre base après avoir tout détruit, qui créent quelque chose de tout neuf, Et l'ascendant de quelque chose Catherine. de très brillant. L'ascendant de Catherine. En Vierge. Dites-moi, Claude Candela, comment c'est de vivre avec une dame qui connaît tout ce qui va se passer demain, après-demain, qui vous dit ne prenez pas le train le 7, ne montez pas dans la Non, ville c'est terrible. 18. C'est terrible, d'ailleurs j'y pense le moins possible, parce que sans ça je serais paralysé du matin jusqu'au soir. Mais comment votre femme alors explique-t-elle cette dualité? Parce que vous êtes peintre, Catherine l'a dit tout à l'heure, mais vous êtes aussi musicien, vous êtes altiste. Eh bien oui, j'ai... C'est l'artiste peintre. Oui, c'est possible. Tout le monde y passe, Oui, mais personne ne l'avait dit. Moi, d'abord, j'ai choisi l'alto, qui est un instrument bizarre, bancal et pas tellement difficile. Là, en l'occurrence, et je suis d'une famille de musiciens, et il n'y avait pas de discussion possible, il fallait apprendre à jouer du violon, un coup de pied dans le derrière, bien entendu, mais enfin, il fallait jouer du violon. Alors, à force de recevoir les coups de pied dans le derrière, je me suis quand même mis à jouer du violon, parce que sans ça devenait insupportable aussi. Et j'ai quand même dessiné en même temps, bien sûr, parce que j'ai jamais pu m'empêcher de dessiner. Ça c'était une manie. Les livres de la bibliothèque ils étaient couverts de crayonnage. Il n'y avait pas une page blanche qui restait sans un petit dessin. Mais enfin, il a bien fallu que je rentre quand même au conservatoire. Et bien entendu, je ne travaillais pas mon violon, mais je dessinais beaucoup. Tu as travaillé ton violon ou ton alto? Comment J'ai tu travaillé dis du mon violon violon. à l'alto? Eh C'est bien- plus grand parce que ça te plaisait plus? Non, C'est plus gros. c'est pas exactement ça. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un instrument bancal et pas très difficile. C'est-à-dire il aurait fallu que je travaille beaucoup pour être un violoniste. C'est un instrument qui est très difficile. Et dès l'instant que j'ai opté, on peut dire, vraiment pour la peinture, plus que pour le violon, il fallait que je trouve quelque chose qui me permette de vivre sans, dans le fond, demander un travail considérable. Alors j'ai choisi l'alto, parce que c'est un instrument, quand on a joué du violon pendant plusieurs années, qui est relativement plus simple, plus facile que tout. Je me demande si petit à petit vous ne pouvez pas arriver à mêler vos deux moyens d'expression, parce que comme on voit que les compositeurs modernes écrivent de plus en plus par graphisme, vous pourriez peut-être arriver à réunir vos deux moyens. Ah oui, tout à l'heure nous avons parlé d'aléatoire, et c'est quelque chose qui m'effraie un peu, parce que je suis... jusqu'à un certain point, je crois pas, moi j'ai pas de voiture, mais je crois qu'on appelle un dérapage contrôlé, non, pas un terme de voiture. Ça, non. Alors on prend un risque, et puis enfin on espère ne pas rentrer dans le platane ou partir dans le champ. Et j'ai peur que cet aléatoire, ce soit du dérapage, mais qu'il ne soit plus contrôlé, c'est-à-dire qu'on parte carrément dans la nature. Ça raison bien. Eh bien oui, mais moi je suis encore pour le contrôle, parce que si l'artiste absolument n'est plus libre de son moyen d'expression, il n'en est plus libre, puisque je prends l'exemple de la musique par exemple, on nous soumet des formules, mais ces formules, dans le fond, c'est celui qui va la réaliser, qui est Mais vous ne compositeur. croyez pas, en tant qu'interprète, on vous donne au contraire une liberté plus grande. Ah oui, mais alors là, c'est le peintre qui parle. Et alors, je me dis, si je donne une toile blanche, je dis à quelqu'un, je dis, voilà, vous allez me faire mon tableau, voilà, voilà du rouge, voilà du bleu. Mais moi, personnellement, je serais dans le fond peut-être vexé, parce que je dirais, mais alors, où est le créateur dans l'histoire? Est-ce que c'est le monsieur qui vient d'utiliser la couleur que je lui ai donnée, ou bien est-ce que c'est moi? Vous pourriez, en tant que peintre, exposer un jour une toile complètement blanche et donner aux visiteurs de l'exposition soin d'imaginer ce qu'il y a sur cette toile, au fond, sans de la peinture aléatoire. Vous savez, ça se fait, Mais c'est déjà dépassé. Oui, c'est déjà dépassé. Et d'ailleurs, c'est la seule forme d'abstraction qui est réelle. Parce que je le dis très souvent, on me dit, vous faites de la peinture abstraite. Je dis non, parce que la peinture abstraite, c'est la toile quand il n'y a rien dessus. Ça, éventuellement, se fait abstrait. Parce que dès que vous mettez quelque chose
sur une toile, une tache, vous mettez une ligne, C'est déjà contraste. quelqu'un y verra forcément quelque chose. Et ça, c'était la fameuse exception qui confirme la règle, je ne la vois même pas, je ne vois pas l'exception. Parce que moi, je fais l'expérience des quantités de fois, vous mettez une ligne verticale, une ligne horizontale, eh bien, au bout de quelques secondes ou quelques minutes, quelqu'un va y voir quelque chose. Il verra peut-être pas la tour Eiffel, et encore, c'est possible, après tout, pourquoi pas. Je vais jouer une étude, tiens, pour la peine. Si pour Yuri Bukov, le piano, ça a toujours été tout au départ et après et encore maintenant. Ah, tout, certainement pas. Et même, j'avoue que jusqu'aujourd'hui, certainement pas tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais reprendre les paroles de Françoise Arnoux de tout à l'heure. Plus je vieillis, plus je regrette de ne pas avoir encore des possibilités d'apprendre du violon, de chanter, de dessiner, de voyager, de lire. Enfin, c'est toujours ce que j'ai voulu faire toute ma vie. Je n'ai jamais été concentré sur un seul objet. Mais vous les avez eues, ces possibilités? Oui, seulement malheureusement. Mais on ne peut pas. Il faut choisir, c'est ce que je voulais t'expliquer tout à l'heure quand tu me demandais si j'avais vraiment choisi. On choisit un jour ou l'autre, oui. Surtout une chose, mais je suis tout à fait de l'avis de Yuri, moi j'ai envie aussi de tout, j'ai envie de tout connaître, d'être beaucoup plus compétente dans tous les arts. Alors il faudrait tous les arts m'attirent, toute la forme artistique m'attire. Non, quand même, vous comprenez, il y a des arts qui demandent moins de préparation purement mécanique, musculaire, technique, musculaire, physiologique. Absolument. Disons comme ça. Et il y a d'autres qui le demandent. C'est affreux pour nous de choisir des carrières si jeunes. Sont des esclaves de leur métier. Ouais. Un chanteur, non. Un chanteur, il peut commencer à 20 ans, à 18 ans. Enfin, une fois que la voix est plus ou moins formée, il peut commencer, il peut continuer lentement, il peut chanter à 30 ans bien. Si un pianiste commence à 20 ans,
ou un violoniste ne fait rien. Souvent, ce sera un gentil amateur. Il faut commencer à 5, 6 ans, 7 ans, et alors continuer. Franchement, le nombre des heures perdues pour des questions purement de préparation technique et physiologique, qu'est-ce que vous voulez? C'est la danse, enfin, si c'est la danse. Un danseur ne peut pas danser 8 heures par jour. Vous comprenez, comme un pianiste ou un violoniste joue 8 heures par jour. Non, mais ma question était une question banale, car ça, bien entendu, nous le savons, nous en sommes sûrs. Mais sur cette question de choix, il y a toujours un certain mystère qui plane sur les artistes, parce qu'à un certain moment, le choix s'impose. Pourquoi? Parce que vous vous sentez que vous avez une technique suffisante pour, à ce moment-là, devenir un artiste, parce que c'est seulement à ce moment-là que vous devenez un artiste. Non, la technique suffisante, on ne l'a jamais. Ah non. On ne l'a jamais, la technique. Vous l'avez suffisante. Ah, suffisant, mais qui va juger? Oui. Vous? Non, moi je ne peux pas juger parce que moi je trouve toujours que la technique n'est pas suffisante. Et tous les grands pianistes, ou violonistes, plutôt pianistes auxquels j'ai parlé, leur problème était problème technique, imaginez-vous. N'était pas problème d'interprétation. Tout le monde s'imagine toujours, dès son plus jeune âge, qu'il comprend la chose qu'il doit la jouer, qu'il interprète bien, mais c'est toujours le moyen qui lui manque. C'est absolument vrai, et puis dans tous les domaines. On apprend un métier, et puis après, il y a tout ce qu'on y met, tout ce qu'on y apporte. Enfin, je pense personnellement que pour une comédienne, c'est la même chose. Enfin, je pense qu'on joue de mieux en mieux la comédie parce qu'on a vécu, parce qu'il nous est arrivé des choses, et que bon, on a appris un métier. Mais après, bon, le problème, c'est que justement, il y a la technique et puis il y a tout ce qu'on apporte de soi. Enfin, ce qui est difficile, c'est pour la jeune première, parce qu'elle est obligée de commencer jeune, et sa carrière est relativement limitée. Il y a le rôle de composition, c'est intéressant. Le jeune première va évoluer, si elle est une bonne comédienne. En plus, je pense que ça ne veut plus rien dire maintenant. Moi, si, il y a l'âge élu, mais après, il y a des femmes. Et du cinéma et de la télévision qu'on a fini par abandonner cette notion d'emploi, mais elle avait son sens. Hélas, on n'a pas abandonné cette notion d'emploi. Non, mais je trouve que c'est pas si mal qu'on y revienne d'une certaine façon en ce qui concerne le théâtre. Mais il y a des gens comme Madeleine Renaud ont fait toute une carrière sur une certaine image d'emploi qui est une image intérieure et non pas une image extérieure, alors que le cinéma classe sur le plan physique là où il faut classer sur le plan intérieur. Or, on peut être une jeune première jusqu'à 70 ans si c'est une notion d'emploi intérieurement. Oui. Et ce que tu disais tout à l'heure, on s'enrichit quotidiennement et ça vous apporte beaucoup pour nos métiers et pour nous exprimer. C'est vrai. Mais vous, quand vous passez une soirée où vous vous enrichissez intellectuellement, artistiquement, vous vous êtes enrichi à 100%. C'est fini. Pour un comédien, vous n'aviez rien d'autre à faire pendant ce temps-là. Et le lendemain matin, si vous vous levez tard et si vous ne travaillez pas, qu'importe, vous vous êtes enrichi la veille, vous avez fait votre travail. Ça fait partie de votre travail. Mais nous, non seulement nous avons besoin de cet enrichissement, mais quotidiennement, le lendemain, quoi qu'il arrive, à 10h, il faut qu'on soit à 9h, il faut qu'on soit devant notre instrument pour faire la partie mécanique qu'on me reproche là, justement. Mais la partie mécanique, elle existe, elle est indispensable, il faut se la faire tous les jours que Dieu fait. Et parfois, tu n'as pas un peu le regret d'avoir choisi ce métier, Yuri, à cause de ça? Non. À moi, certains jours, c'est lourd à porter, je me dis vraiment ce côté quotidien qui... Écoute, si on n'avait pas ce métier, on n'aurait peut-être pas tant de possibilités d'ouverture. Voilà, d'ouverture, d'avoir des contacts avec les différentes facettes de la vie. Si tu veux, facettes, on a les voyages, nous avons les contacts les plus divers qu'on puisse imaginer, n'est-ce pas, dans n'importe quel pays. Oui, mais toujours avec la hantise de pouvoir retravailler le lendemain, quoi qu'il arrive. C'est autre chose. Faisant attention à ne pas voir les danseurs, oui, tu le disais tout à l'heure, c'est la même chose, mais c'est peut-être pas les seuls qui soient dans les mêmes... Nous rencontrons peut-être les gens les plus divers qui sont au fond réunis par le seul amour de la musique, mais qui peuvent provenir de toutes les couches sociales. Oui, puis ça, je crois que c'est valable dans toutes les... Et surtout presque... Oui, heureusement. Et nous avons contact avec eux. Donc, nous voyons des pays, nous voyons des musées, nous voyons... Des gens. Oui, c'est ça que... Oui, mais ça, c'est pas du tout pour enlever le côté passionnant. Dieu sait qu'il est passionnant et je ne regrette rien, mon Dieu.
Et puis, C'est le public du quelquefois, monde. très rarement, nous avons le plaisir d'être contents d'un de nos concerts. Mais mais il y a une autre chose que je voulais demander à Yuri Boukov. Est-ce à cause de ce doute que vous avez toute votre vie sur la mise en place de votre technique, est-ce à cause de ceci que finalement, et ça nous le déplorons tous, vous avez un catalogue de disques assez restreint? Et j'y pense à l'instant parce que hier, j'ai reçu votre dernier enregistrement, qui est l'enregistrement des tableaux de Mussorgsky. Et si j'osais, je vais dire comme Françoise Arnoux tout à l'heure, je posais la question, cette question idiote, mais on n'est pas dans un salon, on est entre amis, je crois. J'aimerais vous demander si, au lieu de passer ce disque, ce qui serait choisir la facilité, vous accepteriez de jouer un extrait de ce disque. Alors vous êtes libre d'accepter ou de refuser, on ne vous en tiendra Mais absolument quand pas on pose la rigueur. question comme ça, c'est comme tout à l'heure. Vous voulez aussi vous faire montrer quelque chose. Alors on est mal élevé quand on dit non. Donc, je vais préciser pour Yuri Boukov que son catalogue, contrairement à ce que vous avez dit, est quand même plutôt impressionnant. Je ne parle pas des disques qu'il a fait chez nous, je parle aussi des disques qu'il a fait à la concurrence et dont de très nombreux ne sont jamais sortis en France. Ah bon, mais oui, mais là on est en France. Vous ne le saviez pas. On est en France. Oui. Qu'est-ce que- Et nous n'en disposons pas. Il a fait une merveilleuse intégrale des sonates de Prokofiev, par exemple, qui n'est jamais sortie en France, à ce que je sache. Donc je ne me trompe pas tellement. Oui, puis je fais intégrale de Polonaise de Chopin, Par exemple. les Katskaltsi, les Voilà. Enfin, j'ai 7 disques aux États-Unis. Et pourquoi ne les avons-nous pas en France? Question de distribution? Peut-être question de distribution. Ou de transport. Mais avant que Yuri Boukov justement se mette au piano, et je pense à cette chose, c'est est-ce qu'un pianiste, enfin un musicien, voit des images, je ne parle pas des tableaux de l'exposition, enfin la musique en général, est-ce que ça suscite automatiquement des images? Non. D'ailleurs, je suis content de répondre à cette question parce qu'elle m'a été très souvent posée. Est-ce que, pas seulement d'image, mais est-ce qu'un musicien, dans le cas présent, un pianiste, en jouant, supposons, après une lecture de Dante, de Liszt, il s'imagine les enfers, il s'imagine comment Dante se promène là-bas, voir tout le cercle. Non, où est-ce qu'il voit le clair de lune quand il joue la sonate au clair de lune, qui n'en est pas une d'ailleurs, etc. Voilà. Je pense que, aussi bien qu'un peintre, ayant vu un paysage qu'il a frappé, rentrant chez lui, et dans son studio, peignant ce paysage, ça veut dire déjà l'image qu'il a reçue, qu'il a transformée en lui-même. Il ne voit plus la vraie chose qu'il a vue 1 heure ou 2 heures avant. Donc, en la transformant, c'est la même chose qui se passe dans l'esprit de l'interprète. Il a été, au début, influencé par une poésie qui était mise devant le morceau qu'il va jouer, qui parlait d'amour, qui parlait de la mort, ou n'importe quoi. Il a eu un sentiment de ceci. Ce sentiment s'est transformé en lui, est devenu déjà, si on peut dire, impersonnel, sans titre, a suscité en lui une réaction, mais qui n'est plus chimiquement parlant, si on peut dire, exactement pareil à ce qu'il a ressenti avant. Et en jouant le morceau, c'est à cette nouvelle formule qu'il veut, comment dirais-je, qu'il veut rendre justice. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien. Il n'imite pas, il ne veut pas imiter le chant des oiseaux. Je crois que c'est parce qu'il y a un malentendu sur le terme même d'image et que l'on croit que le terme image ne s'applique qu'à ce qui est visuel. Or, l'image est très variable. Il peut y avoir une image sonore, et comme il y a une image visuelle, comme il y a une image tactile. C'est le fait de l'imagination qui est en question. Et cette imagination se traduit par une forme d'expression, mais c'est toujours le fait de partir, disons de la physiologie ou de l'âme pour arriver à une image. C'est ça la chose qui est importante. Cette image peut être musicale comme elle peut être picturale. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On arrive dans le domaine banal.
tout à fait les propos qu'Étienne tu viens d'exprimer. Alors Alain, qu'est-ce qu'il dit? Alain, il dit que l'image et la musique sont rarement ensemble parce que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de parler, mais ma femme et moi nous sommes très très rarement réunis. Nous nous rencontrons de temps en temps, soit à Varsovie, soit au Mexique, quand elle donne des concerts et que je passe pour faire un film par là. On espérait beaucoup de la confrontation de nos métiers, en tirer chacun des enseignements. Ça arrive, bien sûr, mais en fait, nous déplorons d'être l'un et l'autre sur les quatre chemins, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Et nous sommes un peu tristes de nous rencontrer, je dis pas rarement quand même, mais d'être séparés si souvent. Mais pour en revenir au problème de tout à l'heure, l'image et la musique ne se rapprochent pas pour toi Oui, c'était une boutade à propos du rapprochement de la musique et de l'image, parce que, effectivement, à voir ma femme travailler, à l'entendre travailler plutôt, je trouve des tas de correspondances, bien sûr, entre l'image et la musique. Je ne sais pas, je pourrais donner des exemples, même techniques, et j'essaye de lui expliquer quand je lui demande de faire quelque chose, parce que je m'intéresse beaucoup à son travail, j'essaye de lui expliquer les correspondances dans mon métier, et elle-même fait la même chose parce qu'elle critique aussi mon propre travail, elle s'y intéresse, elle vient voir des projections. Et pour mettre un peu les points sur les i, donner un exemple précis, c'est surtout dans les méthodes de travail que nous avons des correspondances. Par exemple, quand elle doit faire une succession de piano forte, et que, bien sûr, une fois qu'on a fait le forte après le piano, il faut bien faire un diminuendo progressif pour pouvoir faire un nouveau piano forte, pour pouvoir donner une impression de montée irrésistible. Une fois qu'on a abouti sur le piano à une certaine force, on est bien obligé de redescendre très lentement sans que l'auditeur s'en aperçoive, pour pouvoir faire un nouveau piano forte et ainsi, par un phénomène d'escalier, donner une impression de progression. On a exactement les mêmes problèmes à l'image. Je veux dire, en tant que chef opérateur, un acteur doit rentrer dans une pièce sombre pour donner le sentiment de l'obscurité, il faut bien la laisser dans une pénombre. Et si dans cette pénombre, il y a un endroit qui doit être encore plus inquiétant, encore plus sombre, on ne peut pas faire encore plus noir, parce que, justement, on ne pourrait pas, par-dessus une impression de sombre donnée, il faut bien que la pièce s'éclaire petit à petit, au fur et à mesure des plans, par exemple, ou qu'elle s'éclaire progressivement. C'est-à-dire, une fois que le personnage est entré, ses yeux s'accoutument à l'obscurité et petit à petit il commence à percevoir quelques détails, et c'est justement la zone qui reste dans l'obscurité et qui elle ne s'éclaire pas, qui est dramatique et qui l'attire ainsi que le regard du spectateur. Et c'est la même chose en musique, et ce sont les mêmes processus, et ce sont en fait les mêmes trucs qui servent, parce que les deux sens de l'audition et de la vision ont des tas de choses en commun. Mais je pense, Alain, excusez-moi de vous interrompre, que vous avez répondu à la question, mais du côté technique. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment utiliser, si vous voulez, les procédés pour obtenir tel et tel effet, aussi bien dans l'image, ça veut dire que vous avez fait une parallèle. Mais vous n'avez pas répondu.
ça à froid comme ça, c'est extraordinaire. Alors qu'est-ce que cela vous dit? En couleur. En couleur ou en plus précis? Ou en image. En image. Noir. Je ne vois pas ce qui est mentionné sur la partition. Non. Donc, on revient à ce que je dis au début. Mussorgsky, puisque je veux dévoiler de quoi il s'agit, c'est un dialogue entre un personnage puissant, gros, gras, riche, et l'autre, petit maigrichon, qui vient lui demander de l'argent probablement. C'est un dialogue, et finalement, finit par un non-recevoir, comme vous vous êtes rendu compte, probablement. Donc, Mussorgsky n'a pas vu ces deux personnages sur un tableau. Détrompez-vous. Il a vu certaines esquisses représentant des Israélites polonais. Riches, pauvres, enfin différents. Vous comprenez? Plusieurs esquisses. Et de ça, c'est lui qui a composé Le tableau. le tableau. Donc il s'est fait déjà une chose, lui. Il a imaginé en musique une chose qui n'existait pas en réalité. Moi, maintenant, en exécutant ceci, je ne pense plus à peindre un vieux juif de Rembrandt. Vous comprenez un peu? Je m'imagine déjà plus loin une discussion entre une puissance, si vous voulez, qui est négative, dans le sens négatif, enfin, plutôt pas sympathique, si vous voulez, et l'autre qui souffre, et quelqu'un qui souffre qui lui demande quelque chose, vous comprenez? C'est plutôt déjà pas entre deux êtres, mais plutôt déjà entre deux essences différentes qui sont en conflit. Voilà, c'est comme ça que je m'imagine. Je voudrais bien savoir ce que ton ami sociologue, dont le nom est tellement difficile à prononcer que je vais te le laisser prononcer. Tania Karczewski. Voilà. Je voudrais voir ce qu'elle pense un petit peu de tout ça, parce qu'elle écoute avec énormément d'attention et de discrétion depuis le début de cette soirée. Et je crois que pour elle, c'est un terrain d'exploration et d'étude incroyable. Non? Enfin, j'écoute avec beaucoup de passion, comme à mon ordinaire. Et alors? Parce que, bon, d'abord, la musique est une de mes passions. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était une récompense. Quand j'ai très bien travaillé, j'écoute de la musique. Bon, quand je vous entends parler, en fait, je découvre que je suis, en fait, beaucoup plus proche de vous. Que de sociologie. Non, que je ne le croyais. Parce que la sociologie n'est pas une science, elle est un savoir, elle m'arme d'un certain nombre de termes que je peux changer, que je peux utiliser, que je peux laisser tomber s'ils sont insuffisants. En fait, ce que cela me confirme quand j'entendais parler par exemple Pierre Janssen, ou quand j'entendais parler Yuri Boukov tout à l'heure, et aussi Françoise Arnould, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde de signification. Notre rapport aux choses n'existe pas, il n'est pas direct, il n'y a pas de rapport immédiat aux choses. Tout ce que nous exprimons quand nous travaillons, quand nous décrivons ce que nous voyons, que ce soit un tableau, que ce soit les personnes qui m'entourent ici, la façon dont on peut comprendre un morceau de musique, le rapport que l'on établit entre un tableau, une esquisse et une musique, par le Pierre Janssen. Ça, c'est un monde de signification qui s'élabore. C'est-à-dire que c'est tout un univers mental qui, s'il est cohérent, s'il est structuré, permet au passé d'une personne, c'est-à-dire l'histoire de sa vie, la façon dont cette personne a été éduquée, tout ce qu'on peut appeler, enfin dans un langage qui est un petit peu un jargon malheureusement, les déterminismes, c'est-à-dire son éducation, la façon dont cette personne a fait ses études, les personnes avec lesquelles elle a été mise en contact, le genre d'études qu'elle a fait, la façon dont elle a fait ses études, lui permet de projeter sur les choses un certain nombre de significations et de les vivre d'ailleurs tout à fait authentiquement à partir de ces significations. Vous avez fait un petit peu la synthèse de tout ce que nous avons dit ce soir. Je ne crois pas que je pourrais. Je ne sais pas, j'ai l'impression du moins. Vous avez fait une sorte de point qui était fort intéressant et très passionnant. Mais j'aimerais tout de même qu'avant que nous quittions, Yuri Boukov ne quitte pas le piano, que Catherine aille vers le second piano et qu'il joue quelque chose. Il n'y a pas un troisième par là? Parce que... D'abord, il n'y a pas de chercher Ariane pour faire le troisième piano. Et parce que je sais que vous avez travaillé ensemble très souvent.
Et je voudrais que nous fassions voir un petit peu comment vous travaillez. Nous faisons ces faveurs quand quelqu'un a quelque chose à travailler avec accompagnement d'orchestre, alors l'autre... Alors qui va faire l'orchestre? Moi je vais faire l'orchestre. Et toi, Je Catherine? suis l'homme de l'orchestre ce soir. Il est plus fort, hein, il fera plus de bruit. Et vous jouez quoi? Tu veux jouer le concerto de Ravel? Un petit bout, ouais. Un petit bout, oui. Tout petit, tout petit. soirée chez la pianiste Catherine Thibon était organisée par Françoise Vincent Malétra. Voici l'heure. Une heure, 0 minutes, 40 secondes. Les émissions de France Culture sont terminées. Elles reprendront à 6h30. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne nuit.